C'est la première fois que je reviens à faire une conférence dans le cadre du tourisme à Tours et j'en suis très heureuse. Et en même temps, je suis la locale de l'État, et en même temps, ça fait plusieurs années que je vis dans ce qu'on appelle le pays de la Teranga, donc le Sénégal. Et donc, je vais aussi avoir un rapport un peu différent aux choses, en essayant d'avoir un rapport d'altérité avec ce territoire, ce qui ne sera pas forcément facile. Angoissée aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'hospitalité, mais moins dans le domaine du tourisme, plutôt sur les questions d'exil. J'ai créé une formation, ça s'appelle Hospitalité, Migration et d'autres choses. Mais aussi, certains nombre d'entre vous m'ont entendu lors de multiples conférences toujours finir depuis 20 ans sur la même chose, que le problème c'était la question de l'hospitalité. Donc nous voici à parler d'hospitalité. Et en même temps, je sais bien, et beaucoup sont dans la salle, que c'est des questions que vous travaillez depuis longtemps. Donc c'est pour ça que c'est un peu angoissant, parce que finalement je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire de plus? Donc je vais prendre la tangente et je vais revenir un peu sur des questions, on va dire, étymologiques, des fondements qu'on trouve dans différentes sociétés. Même si vous avez plutôt l'habitude de m'entendre parler de tourisme, je me suis dit, bon là, finalement tout le monde fait de l'hospitalité, donc c'est plus la peine d'en faire un argument, mais aussi comment est-ce qu'on travaille cette question-là à travers la société. Alors, j'ai trouvé que l'image pour le masque était très intéressante, parce que finalement, on a l'hospitalité, c'est accueillir un voyageur, d'accord? Mais souvent dans le tourisme et dans tous les domaines, on s'intéresse surtout aux voyageurs, aux visiteurs, et moins à qui, au sens personnel et collectif, accueille et comment ça construit les sociétés. Et pour un anthropologue, c'est intéressant parce que c'est ce binôme-là, voyageur et accueillant, qui fait qui fait le genre humain, qui fait qu'on fait société. C'est bien parce qu'il y a des gens qui ont fait le tour de la Terre, que l'espèce humaine s'est répandue, on pourrait dire, à coloniser l'espèce, mais c'est aussi parce que des clans ont accueilli d'autres clans. Donc en fait, c'est vraiment au fondement du social. Et là, en fait, vous avez le voyageur, donc la gare de voyageurs, hein, et puis le palais des congrès. Donc le palais, il y a toute une littérature sur le palais qui dans ces espaces, ces aménagements de Versailles à la plus modeste maison, quand on accueille un étranger, il y a des sas, il y a des espaces, en fait, du dehors au dedans, et évidemment le palais en fait partie, et les palais des congrès reproduisent, pas forcément de façon volontaire, mais en tout cas copient en fait ces espaces-là, ces espaces intermédiaires. Et j'ai planté un baobab au milieu, puisque le baobab c'est un peu le symbole de la Teranga, mais c'est aussi pour rappeler que ce qui est d'abord hospitalier, c'est la planète qui nous accueille, et donc il faut aussi penser que nous sommes aussi tous des voyageurs, et qu'à un moment donné, dans ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène, il faut se poser la question de ces interactions. Alors je vais revenir juste à quelques définitions pour vite les oublier, parce que finalement quand on parle d'hospitalité dans le tourisme, on va parler du caractère marchand. Or ça a été longtemps, enfin souvent opposé, il y aurait l'hospitalité gratuite, la générosité, et puis de l'autre côté l'hospitalité marchande. Ce que je vais évoquer ce matin, c'est plutôt que, en fait, c'est un continuum depuis toujours. Et je vois que j'ai pas mis en route mon... voilà, donc on a une définition officielle, finalement la plus intéressante, sur laquelle on va peut-être rediscuter tout à l'heure, c'est sur la question du droit, mais sinon les autres, vous les connaissez, c'est recevoir chez soi un étranger. Et puis la question de la générosité, voilà. Et évidemment, la question de l'hospitalité marchande, au sens où il y a un échange marchand, elle ne rentre pas dans cette définition-là. Or, c'est aussi une construction des sociétés, on va dire des sociétés monothéistes chrétiennes, d'avoir coupé ce marchand et ce non-marchand, et de ne pas penser leur continuité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut marchandiser la générosité. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une continuité dans l'histoire humaine. Et puis on a beaucoup travaillé sur la question du voyage, du visiteur, je vais prendre l'exemple d'Ulysse. Il y a aussi un enjeu qui, on va dire, je pourrais dire de façon féministe, mais je le dis avec les mots qu'on peut trouver dans d'autres pays qui ne se caractériseraient pas comme tels, qui est un enjeu de genre, que c'est un matrimoine. C'est-à-dire que la question de l'accueil, traditionnellement, le prendre soin d'eux, c'est quelque chose qui est associé au genre féminin, et qui explique aussi une certaine forme de délaissement, ou le fait que ça n'a pas été pris en compte dans la valeur que ça avait, en raison de la construction des rapports de genre. Il y a à l'extérieur, il y a celui qui voyage, il y a Ulysse en fait, qui est le voyageur, mais qui l'accueille. Et c'est de ça dont je vais parler, parce que en fait, nos imaginaires, nos valeurs, la façon dont on a construit ce rapport entre le visiteur et l'hospitalier, c'est aussi construit dans l'histoire de nos mythes. Donc on va parler de voyage d'Ulysse, il fait un tour, vous connaissez l'Odyssée,
Mais donc il combat toutes sortes de gens qui sont inhospitaliers, et Ulysse demande tout le temps, à chaque fois qu'il arrive quelque part, ces gens-là sont-ils civilisés? Et civilisé pour les Grecs, ça veut dire hospitalier, c'est-à-dire quelqu'un qui craint les dieux et qui donc va accueillir, parce que accueillir l'étranger, c'est accueillir les dieux, puisqu'on dit Zeus hospitalier. Donc on connaît les histoires de ceux qui ont mal accueilli Ulysse, mais on connaît moins celles qui l'ont accueilli, et donc il y en a 3 dans l'histoire dans l'histoire d'Odyssée. Il y a la sorcière ou la magicienne Circé, Calypso et Nausicaa, qui sont 3 manières d'accueillir. Je vais aller vite, mais en fait ça nous parle aussi des 3 grandes formes d'hospitalité. Donc Circé, c'est la sorcière, c'est le devenir porc des marins d'Ulysse, et la façon dont Ulysse va récupérer ses marins, mais voilà, c'est elle, en fait, elle donne à manger et elle transforme, parce qu'elle se venge en fait sur les marins. Le deuxième, c'est Calypso, donc elle est amoureuse et elle retient, elle l'empêche de partir en fait, et il faut l'intervention des dieux. Et puis la troisième, c'est Nausicaa, et Nausicaa c'est l'asile. Ce qui est intéressant avec Nausicaa, c'est qu'elle accueille Ulysse qui n'est plus en position d'être roi, vécu comme roi, il est nu, il a l'air pauvre, elle l'accueille en raison des règles immémoriales, et il va se révéler être le roi d'Ithaque et pouvoir discuter avec son père Alcinoüs. Donc ces 3 figures-là sont des figures féminines dans l'Odyssée, on le trouve dans plein d'autres sociétés, et donc vous avez en fait quelque chose qu'on trouve dans tous les mythes, mais tous les mythes aussi en Amérique du Sud, en Afrique, etc., qui est toujours que les sociétés, faire société, c'est la rencontre entre le roi étranger et une puissance autochtone. Cette puissance autochtone, dans les mythes, est souvent une femme qui accueille. En général, c'est la fille du roi, quand même, on ne se mélange pas. Mais voilà, il y a toujours cette chose-là qui est au fondement des mythes. Et donc l'autochtonie, c'est l'hospitalité, c'est celui, et en fait, celle qui accueille et qui prend soin de l'étranger qui arrive, et en fait, c'est ensemble qu'ils vont fonder une société, une civilisation, etc. Et donc c'est très important parce que ça nourrit nos imaginaires. Le fait d'accueillir l'autre. Donc le roi étranger dans tous les mythes, évidemment ici on va dire le client est roi, vous avez parlé de Léonard de Vinci, les rois de France, etc. Je pense que, sans vouloir filer la métaphore, il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que évidemment le roi étranger s'installe, il devient un nous, et donc c'est lui qui fait, mais dans ces mythes fondateurs, qui va faire la réputation, qui va fonder le royaume. Mais c'est parce qu'on a incorporé l'étranger. Parfois on l'a même incorporé physiquement, puisqu'on va manger en fait l'étranger pour ingérer ses forces. Comme on ingère Dieu à l'église le dimanche. En fait, il y a quelque chose comme ça, d'ingérer la force. Donc ça peut être par le mariage ou par des formes, on va dire, plus brutales. Donc l'hospitalité, c'est la civilisation, donc ça c'est l'accueil. Du coup j'ai oublié de passer mes slides, parce que comme j'ai pas passé mon temps, je ne sais plus où j'en suis. Donc là, vous voyez, il est nu, il est accueilli par la princesse. Ça a été repris par les mythes fondateurs du catholicisme et des monothéismes en général. Donc là, c'est Abraham qui accueille les anges. En fait, il accueille des inconnus, il leur donne à manger et il va être récompensé, puisque Sarah va tomber enceinte, et c'est comme ça que va se construire le peuple d'Israël, va se produire le peuple d'Israël. Donc c'est toujours accueillir quelqu'un dont on ne savait pas, qui va en fait vous donner du pouvoir. Et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment aussi dans l'islam, puisqu'on a cette histoire commune. Qu'on retrouve dans le Nouveau Testament également. Donc j'ai pris ça parce que je me suis dit, j'avais commencé plutôt par des choses qui avaient à voir avec le vaudou. Je me suis dit, bon, on trouve la même chose dans le vaudou, etc. Mais comme ça, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Et puis j'ai pensé effectivement à Saint-Martin, qui est un soldat romain, qui arrive et qui va devenir finalement l'emblème en fait de la ville de Tours. Donc il y a toujours comment est-ce qu'on accueille l'étranger qui en fait va faire partie, va construire le blason, va construire l'identité. Voilà. Dans l'islam, on parle de la sadaka. Donc la sadaka, c'est une aumône qu'on fait à Dieu en donnant quelque chose à un mendiant, mais aussi en accueillant. Tout étranger doit être accueilli, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, parce que finalement, on va avoir un contre-don. Et c'est là où je vais venir, c'est que dans cette opposition entre la générosité pure
et le marchand, on oublie quelque chose d'important, qui est ce qu'on appelle, et qui est au fondement des sociétés traditionnelles, mais qu'on retrouve aussi dans notre société, qui est le don contre don. En fait, le don n'est jamais gratuit au sens où il y a toujours un contre-don. C'est ce que je suis en train de vous dire finalement. Et donc ce contre-don, c'est donc donner, recevoir, rendre. Donner une invitation, recevoir une invitation, rendre une invitation. Vous voyez, on trouve ça aussi dans le vocabulaire commun. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi dans l'étymologie de l'hospitalité, où on a cette idée à la fois d'asymétrie, d'échange, de réciprocité, mais avec un décalage dans le temps. L'hospitalité, c'est quoi étymologiquement? C'est la capacité de transformer un potentiel ennemi en ami. Hostilité et hospitalité ont la même racine. Donc là, je vous ai mis un dictionnaire très intéressant, Émile Benveniste, le vocabulaire des institutions indo-européennes, qui analyse dans toutes les langues indo-européennes l'origine des mots. Et donc on voit que hostirer, donc l'hôte, qui est intéressant puisqu'on est hôte de chaque côté, donc il y a cette idée de réciprocité, mais il y a aussi une idée d'asymétrie dans le temps et dans la relation sociale qui s'instaure. Ça donne hostis, donc il a donné hostie, donc le sacrifice, ce qu'on sacrifie, l'hostie à la messe aussi, le Dieu qu'on ingère. Ça a donné hostile, donc ça c'est quand on n'a pas réussi en fait à transformer l'étranger en ami, en hôte, il est potentiellement hostess, ennemi. Ça c'est dans le monde romain. Et puis ça a donné tout ce qu'on connaît, d'hospes, celui qui reçoit l'autre, hospes hospitis. Donc l'hôte, l'otage, donc ça c'est celui qu'on garde, c'est Calypso, elle garde en otage finalement Ulysse et ne le lâche que parce qu'elle en a l'ordre des dieux. Mais otage et hôte c'est la même origine. Hospitalis, donc l'hôpital, qui a donné aussi l'hôtel. L'hôtel Dieu, au départ, c'est pour soigner les malades. Et vous voyez bien que là, on voit cette continuité avec le monde. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un échange marchand ou pas d'échange marchand, il y a une histoire commune, évidemment. Et hospitalité, une hospitalité, évidemment, c'est la même histoire. Donc vous avez cette histoire-là, donc ça c'est une histoire, on va dire, des langues indo-européennes. Dans d'autres langues, on trouve ça également. On dit par exemple l'étranger c'est l'eau, ou le fait l'autre c'est le roi, devient notre enfant. C'est-à-dire, parce que notre enfant au sens où nous lui devons en fait le couvert, le gîte, mais également, d'une certaine manière, il y a une relation asymétrique puisqu'il nous est redevable de l'accueil que nous lui faisons. Dans la société occidentale, il y a eu petit à petit, en fait, finalement, l'institutionnalisation des relations d'hospitalité, des diverses relations d'hospitalité. Donc l'hospitalité qu'on appelle charitable, en fait, le don contre don, l'accueil du mendiant parce qu'il représente Dieu devient une organisation collective. Donc c'est les hôpitaux, la prise en charge des malades. Voilà. Et donc l'idée là, c'est que en fait, on gagne son ciel, c'est comme ça qu'on dit. Donc accueillir les malades dans la logique chrétienne, c'est finalement Dieu qui vous rend. Voilà. Ensuite, on a, je vais vite pour qu'on puisse passer aux questions, vu qu'on a pris un peu de retard. L'hospitalité organique, c'est la cosmopolitique, le fait qu'un État doive accueillir l'autre, que l'étranger a un droit de visite et qu'il y a un droit inaliénable de l'asile pour celui qui est en situation de refuge. Et donc c'est ce qu'on appelle la solidarité organique, c'est-à-dire on n'accueille plus un tel ou un tel, mais la société, de façon impersonnelle, accueille les personnes en situation d'étrangeté, qui sont étrangères. Comme toute solidarité organique, que ce soit pour la santé, etc. Mais c'est aussi, on l'a vu ces dernières années, mais c'est une vieille histoire, la question du tri en fait et de l'éviction des indésirables. Donc ça peut être repoussé hors de la zone, ce qui était la banlieue, et ça peut être, par exemple, là je vous ai mis les cubes de pierre installés porte de la Chapelle pour empêcher l'installation des tentes en 2015, ou les villages qui se créent dans les banlieues de Paris, qui sont considérés comme des bidonvilles, mais qui à l'intérieur fonctionnent comme des villages avec une très forte hospitalité. Il faut savoir que dans les bidonvilles, il y a beaucoup de personnes migrantes, afghanes, africaines, etc. Parce que les lois de l'hospitalité anciennes fonctionnent encore dans les bidonvilles. Donc dans les bidonvilles, vous avez plein de gens qui ne sont pas originaires des bidonvilles. Et donc avec des formes de solidarité qui ne sont pas organiques, mais qui sont liées à des obligations en fait rituelles d'accueil de l'étranger
qui sont encore en fonctionnement dans ce type d'espace, qui sont évidemment invisibles quand on n'est pas à l'intérieur. Alors, l'hospitalité, concrètement, ça se fait par des lieux, des espaces, par des mots, par des choses bienvenues, celui qui est venu, qu'il soit bienvenu. La maisonnée, au départ, c'est la maison, et la maisonnée, quand on parle de la maisonnée, c'est pas seulement la maison au sens individuel contemporain, ça comprend aussi plein d'échanges marchands, c'est une collectivité où il y a de la fabrication, de l'artisanat, et une organisation spatiale qu'on trouve partout dans le monde. J'avais fait un exercice avec mes étudiants du DU hospitalité, donc ce sont des personnes réfugiées, et chacun devait dessiner en fait les espaces de ces maisons personnelles et collectives avec les lieux d'accueil des étrangers. Et c'était très intéressant de voir dans des sociétés très différentes qu'il y a toujours ces espaces d'accueil, ces sas, et puis des espaces qui sont réservés à l'intimité. Voilà. Et avec mes étudiants, on avait fait la même chose. Évidemment, si un invité vient chez vous et qui va dans votre chambre à coucher, ça vous pose un problème. Parce que, évidemment, dans votre maison, il y a des espaces pour les étrangers. Et puis, plus le degré d'intimité est grand, plus, en fait, l'étranger, au sens large, va pouvoir rentrer dans le cœur de la maisonnée. Et donc, c'est très important à penser personnellement et aussi collectivement comment on réfléchit, en fait, à ces espaces, ces sas et ces moments, donc dans le temps et dans l'espace, qui permettent d'accueillir au fur et à mesure, mais aussi de se réserver des moments et des temps à soi. Il y a qu'est-ce qu'on mange. Alors j'ai beaucoup d'images de gastronomie, mais en fait je me suis dit je vais vexer quelqu'un si je mets que la gastronomie tout un jour. Alors j'ai mis le thieboudienne qui vient d'être classé au patrimoine mondial, qui est vraiment l'emblème en fait de la teranga au Sénégal, hein. C'est un plat qu'on mange collectivement. Donc j'avais pas d'exemple de thieboudienne tel qu'il est servi dans les restaurants ou dans les familles. Donc ça c'est une photo que j'ai prise à la maison juste avant de partir. Voilà, le thieb de la maison. Et il y a des règles qu'on trouve universelles dans l'hospitalité traditionnelle qui sont la règle des 3 jours. Dans d'autres, ça peut être 3, 10 ou 12 jours. En fait, on doit toujours accueillir l'étranger pendant 3 jours. Et c'est des discussions que j'ai eues notamment avec l'association Utopia 56 en 2015, etc. Une nuit, en fait, ne permet pas à l'étranger, dans les règles, et on le retrouve chez Ulysse, il doit se reposer, il doit manger pour qu'on puisse lui poser des questions. Et donc, il y a cette règle des 3 jours qu'on trouve immémoriale avec un certain nombre de slogans. Par exemple, en Allemagne, on dit que au bout de 3, l'étranger comme le poisson, au bout de 3, qui vient chez vous, au bout de 3 jours, il est bon, mais au bout de 3 jours, il faut qu'il parte. Et puis, en fait... alors là, on parle de l'hospitalité personnelle. Les hospitalités collectives, en fait, les sociétés se sont construites des outils et des éléments d'hospitalité collective qui sont aussi comment est-ce que en fait, la personne arrive, elle est accueillie, elle doit pouvoir se restaurer, dans tous les sens du terme. Ensuite, il doit pouvoir y avoir une réflexion sur est-ce qu'elle repart, et donc elle reste un étranger, ou est-ce qu'elle intègre, et à ce moment-là, elle n'est plus un étranger. Et donc, cette discussion, donc avec madame ce matin élue, la question c'est quand on accueille des gens, notamment des personnes réfugiées, en fait, elles vont passer tous ces sas-là, en fait. L'administration en faisant partie, et donc ces sas-là peuvent être pensés aussi comme des phases d'intégration de l'étranger qui va construire la communauté de demain. Autrefois, il y avait quelque chose qui était très important dans les sens, qu'on appelle les symbolons, donc les symbolons celtibères qu'on trouve dans le monde celtique et ibère, qui est que quand on a eu un pacte d'hospitalité, en fait on a un objet en commun qu'on casse qui marque la réciprocité future, et même 3 générations plus tard, vous venez chez la personne que vous avez accueillie et elle vous doit l'hospitalité. Et ça fait partie de la construction sociale, et c'est important d'avoir des signes comme ça, hein, qu'on trouve un peu partout, qui sont des signes de reconnaissance mutuelle, d'une certaine manière de l'asymétrie, de la réciprocité. Je t'ai donné le gîte et le couvert, et la personne, mon enfant, mon arrière-petit-enfant, ou les personnes de ta vie pourront faire de même si mes enfants en ont besoin. Marchand, on a l'impression que c'est le 19e, l'industrie du tourisme, etc. Donc j'ai juste une photo de la plus vieille auberge du monde. Elle était tenue par la même famille, hein, donc elle a 1300 ans, elle se trouve au Japon, mais en France, il y en a une qui a été fondée en 1200, je crois que c'est à Provins. Voilà, donc la question des auberges, c'est quelque chose et au départ c'est un lieu d'hébergement et de restauration pour les militaires, c'est quelque chose qui est très très ancien, on le trouve beaucoup dans le monde celte. Et donc en fait, on a en Europe et en particulier en France cette rencontre entre en fait ces auberges là qui sont
contre des pièces, le gîte et découvert contre des pièces, avec le monde romain grec, où en fait il y a une organisation d'accueil obligatoire pour de l'armée romaine, et puis des règles traditionnelles d'accueil gratuit. Il me reste 5 minutes. L'hospitalité urbaine, alors évidemment, c'est presque un pléonasme. Ce qui est intéressant dans l'hospitalité urbaine, donc on a l'hospitalité de tout temps, en fait, l'accueil de l'étranger quand vous arrivez dans un village, évidemment, et on lui donne le gîte et découvert, c'est obligatoire. L'hospitalité urbaine, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est étranger. Et c'est ça qui fait, beaucoup de gens travaillent sur cette question-là, tout le monde étranger au sens où la ville rend anonyme, d'une certaine manière, vous sortez dans la rue, vous n'êtes pas reconnu, la ville rend libre, et les espaces urbains sont, initialement, peuvent être pratiqués, en fait, où chacun, à la fois, peut considérer que c'est sa ville, et en même temps, qu'il en est étranger au sens où il n'est pas reconnu par les uns par les autres. Alors après, évidemment, dans une petite ville, on se reconnaît, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il y a une relation, la densité des relations n'est pas du tout la même. On croise beaucoup plus de monde, on n'a pas du tout le même type de relations sociales. Il y a ce qu'on appelle une politesse de l'indifférence dans les villes, qui ne va pas trouver par exemple le fait de ne pas saluer tout le temps tous les gens que vous croisez. C'est une forme de politesse si vous commencez à saluer tout le monde, vous voyez, voilà. Le respect des espaces dans un métro bondé, dans un bus ou dans même une foule sur un passage piéton, le respect en fait des corps les uns par rapport aux autres, qui vont se marquer complètement différemment dans un milieu urbain où il s'agit de, pour être poli, on évite, ou dans un milieu rural où justement en fait la proximité physique, le fait de se saluer, le fait de se prendre dans les bras va avoir une autre signification. Et donc ça c'est très important, alors évidemment qu'il y a un continuum, il y a des petites villes, il y a des grands villages, etc. Mais c'est très important de penser que derrière en fait il y a un enjeu aussi dans l'urbanité. C'est pas parce que les gens ne se saluent pas les uns les autres que c'est un manque de politesse, ce qui peut parfois être perçu comme tel par des personnes qui viennent d'autres sociétés, ou alors qui vont se retrouver dans une situation où ils ne vont pas être compris par les urbains parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes, ces codes de multi-appartenance. La question là, c'est comment est-ce que ces espaces publics, ces espaces communs, en fait, font du commun. Et là, il y a un enjeu, donc il y a évidemment les espaces privés des urbains, mais il y a l'enjeu de qu'est-ce qu'on fait de l'espace commun. Et là, même si en France on est encore un peu épargné, on a un problème, et ce problème, il est la privatisation des espaces communs. Il y a certaines villes aux États-Unis, on trouve ça à Londres aussi, les parcs appartiennent à des sociétés privées. Par exemple, ça pose un problème technique, c'est qu'il ne peut plus y avoir de manifestations dans certains endroits, mais ce n'est pas le seul problème, c'est-à-dire c'est des grandes entreprises qui sont propriétaires des espaces publics. Donc ça pose un problème, parce que cette question de l'hospitalité urbaine, c'est que chacun, en fait, a sa place dans la rue. Je dis ça, et en même temps, vous avez des exemples formidables de ce qu'on appelle le design inhospitalier, qui sont tous les éléments qui sont fabriqués pour empêcher les gens de s'asseoir, de s'allonger, etc., dans les halls d'immeubles, devant les fenêtres, etc., les bancs dans le métro, tout ça, qui sont typiquement, en fait, comment est-ce qu'on met en permanence les urbains en mouvement, l'objectif étant d'empêcher chacun de s'arrêter. Or, le principe de l'hospitalité urbaine, c'est de permettre des rencontres qui sont imprévues et de construire la ville comme ça aussi. Rencontres qui peuvent être marchandes, mais pas seulement. Or, on est en ce moment dans une situation depuis quelques décennies, mais c'est déjà quelque chose qu'étudie Jane Jacobs au début des années 80 aux États-Unis, en fait une privatisation des espaces communs, et donc une non prise en charge collective, notamment par exemple des enfants, mais aussi des espaces communs, des espaces publics. Donc il y a par exemple le fait que chacun finalement balaye devant sa porte, ça fait paraître bizarre en fait, mais en fait dans plein de sociétés, tous les matins, tout le monde balaye la rue devant sa porte. Ici, ça n'existe plus parce qu'en fait, on pense cet espace commun, soit il est institutionnel, c'est pas à nous, soit il est privatisé, c'est pas à nous. Et donc là, il y a quelque chose à réfléchir sur l'hospitalité urbaine de façon inclusive, c'est comment on accueille le passant, mais aussi comment chacun de nous, en fait, considère ce commun ensemble. On avait fait une enquête à Lille, alors j'ai pris quelques exemples là, juste. C'était en 2018, une grosse enquête, et notamment des entretiens avec des visiteurs sur ce qui leur paraissait, comment ils parlaient de Lille en fait. Alors j'avais dit que je ne citerais pas la ville du Sud. et en fait, ce qui est revenu beaucoup, c'était chaleur urbaine, c'est-à-dire, c'était intéressant parce que il se joue quelque chose à Lille, en tout cas il se jouait, mais il n'y a pas si longtemps, ce qui se joue dans des villes beaucoup plus petites ou des villages, les gens viennent à la rencontre des visiteurs. Peut-être parce que pourtant il y a déjà beaucoup de tourisme
marquait les touristes étrangers, c'était que, en fait, les passants leur posaient des questions, leur proposaient de les accompagner quand ils étaient perdus. Le métro n'avait pas on pouvait accéder librement au métro, etc. Donc c'est quelque chose qui revenait de façon permanente, c'était l'hospitalité des habitants. Quelque chose qu'on va retrouver dans plein de pays, si vous êtes perdu, vous demandez votre chemin à quelqu'un, il vous accompagne. Et c'est normal et c'est une obligation, il ne peut pas faire autrement. En France, ça se fait moins, et c'est vrai qu'à Lille, on avait eu beaucoup ces témoignages-là de gens qui étaient fascinés par ça, en fait. Et puis, donc pour finir, on est arrivé à un moment où finalement l'hospitalité chez soi est devenue un outil de marketing, on va dire, pour vendre de l'hospitalité marchande. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Encore une fois, il y a toujours une continuité entre les auberges, mais il y a toujours de la générosité dans l'accueil marchand et une attente de réciprocité dans l'accueil non marchand. Mais là, on a un problème, c'est-à-dire qu'on a eu, en fait, on a des entreprises qui vont en fait utiliser les imaginaires de l'accueil personnel pour vendre du marchand, et ça pose un grand nombre de problèmes parce qu'il y a une forme de confusion et justement de rejet aussi, évidemment, à la fois par la population, c'est le phénomène Airbnb, par le fait que tout un certain nombre d'autres personnes ne peuvent pas se loger, puisque à ce moment-là, en fait, ce phénomène marchand va dévorer les autres espaces de l'hospitalité, qu'elles soient marchandes ou non marchandes. Est-ce qu'il faut réinventer des notions qui sont millénaires de générosité? Est-ce qu'il faut soit obligé de les travailler, de les réinventer dans des sociétés qui sont quand même de plus en plus individualistes? Et rattaché à ça, il y a effet Covid, où là quand même il y a le repli sur soi et l'interdiction de l'interrelation et de l'accueil. Est-ce qu'on s'en remettra? Ou est-ce qu'il faut... Voilà, est-ce que c'est un défi, un boulot que de retrouver un sens qui devrait être naturel, en tout cas qui est historique, de l'hospitalité et de la relation à l'autre? Alors, ça dépend des sociétés dans lesquelles on parle. En ce qui concerne la pandémie, les sociétés européennes, alors on peut dire repli sur soi, je ne crois pas en fait. Le fait d'être forcé à replier sur soi a fait basculer en fait un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux numériques avec, on va dire, des phénomènes d'addiction, je suis bien d'accord, mais ça a aussi généré toutes sortes de formes de solidarité extrêmement intéressantes, et notamment le fait que, par exemple, personnel, mais aussi collective, l'accueil, les hôtels qui ont accueilli des soignants, par exemple, ou qui ont accueilli des personnes réfugiées, etc., c'est quelque chose de très important, parce qu'en fait, justement pendant ce moment-là, en fait, cette division entre le marchand et non marchand, le touriste qui était loin, il était parti, il n'était plus là, donc en fait, il y a eu cette porosité, cette continuité qui s'est mise en route, donc je pense, et en plus, on a pu voir, on a fait des enquêtes là-dessus, que quand le tourisme international est à terre, les Français continuent de partir en vacances, et qu'en fait, à part pour les flagships des hauts lieux touristiques, finalement la saison 2020 c'est plutôt pas mal porté, avec un taux de départ en vacances de 55%, alors qu'en général il est de 60% l'été pour les Français, donc on n'était pas dans... Enfin, c'est pas la catastrophe en fait, parce qu'il y a cette idée-là de continuer d'avoir des échanges, peut-être pas dans le marché, mais en fait, moi j'ai trouvé que cette pandémie permettait de voir quelque chose d'autre, qui est justement cette générale, des gens qui s'accueillent les uns les autres dans le milieu familial. Donc je suis assez... comment dire? Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une parenthèse oubliée. Je pense que justement, sincèrement, je pense qu'on l'a oublié trop vite. Parce que c'est que la première, mais en fait le réchauffement climatique c'est aussi très hospitalier pour les pandémies. Donc ce n'est que la première, je pense. Peut-être que ça a mis ça met en lumière des choses, en fait. Il s'est passé des choses terribles, mais il s'est aussi passé des choses qui peuvent laisser penser qu'on a un petit espoir pour l'humanité. Alors, question. Maglone, nous avons une première question ici. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question sur la chambre, parce que ça a été présenté comme le lieu de l'intimité où du coup on n'accueille pas l'étranger, alors qu'avant le roi il accueillait dans la chambre. C'était le lieu de l'accueil, on pense à la chambre parlementaire, la chambre de commerce, l'arrière-chambre. Et le tourisme, on a travaillé ensemble sur la question de la chambre blanche, ça veut dire qu'à un moment cette chambre où on est partout chez soi, donc on n'est plus chez l'autre, et quand on fait défiler les sites du tourisme, on voit la même chambre un peu partout qu'on aille. Et du coup, sur la question de l'hospitalité, quand on parle de la chambre d'hôte, à nouveau, on rentre dans la chambre de chez quelqu'un. Et comment ça se fait que la chambre qui a été le lieu de l'accueil, le lieu de l'hospitalité, aussi de l'accueil de l'étranger, aujourd'hui, c'est le lieu de l'intimité?
Et donc ce glissement aussi, et la place, le rôle de tourisme dans ce glissement. Est-ce que la chambre d'hôte, on n'est pas en train de revenir aussi à cette question de la chambre, comme aussi l'accueil du chez-soi, où c'est plus le lieu que de l'intimité? Oui, alors, ça demanderait des heures de discussion, j'espère, mais c'est lié aussi à comment dire, les corps, en fait. La façon dont les monothéismes, la révolution, et notamment la révolution industrielle, ont masqué le Troisième République, enfin après la révolution, ont masqué les corps, et puis voilà, le roi accueille dans sa chambre, il défèque devant ses courtisans, et voilà, donc en fait il y a une privatisation des corps, et il y a une réduction des espaces, et aussi les séparations des espaces féminins et masculins dans les sociétés traditionnelles font que, en fait, ce qu'on appelle la chambre, en fait, est un espace commun. Donc il y a toujours des espaces intimes, privés. En fait, en fonction des sociétés, des cultures, des temporalités, cet espace privé ne va pas forcément être la chambre au sens de l'endroit où on couche. Il peut être autre chose, il peut être un autre endroit. Dans certaines sociétés, donc ça fait beaucoup fantasmer les Occidentaux, dans les sociétés inuites, quand certaines sociétés inuites, vous étiez accueillis, on vous donnait pour la nuit une femme. Parce que cette question de l'hospitalité, elle allait jusqu'à accueillir en donnant sa fille. Comment ? Pourquoi pas un homme ? Parce que c'est, en fait, comme c'est des Occidentaux qui se baladent, ou des colons, et c'est eux qui sont des explorateurs, plus que des exploratrices, je veux dire, au 19e siècle, en tout cas, je ne sais pas, il n'y a pas de récit d'exploratrice. Je ne sais pas si c'est... voilà. Donc, il y a... En fait, la chambre d'hôte, ça, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire, la chambre d'hôte, c'est l'hôte qui met à disposition comme la chambre d'amis. Et puis, en fait, on a cette privatisation, cette normalisation qui pose problème. La chambre blanche du Touring Club, comme tu l'as bien étudié. Mais là, par exemple, moi, j'étais au Novotel. Il y a une magnifique photo de vagues marines au-dessus du lit. On pourrait avoir quelque chose, en fait, qui dit quelque chose de l'entourage, en fait. Au petit déjeuner, il y a du fromage de chèvre. Très bien, il y a du Sainte-Maure. Mais là, on est bien dans un hôtel, hein. On peut avoir envie de standardisation dans un hôtel, donc c'est peut-être le cas, mais voilà, la question de comment est-ce qu'on pense la continuité entre l'espace de la chambre dans lequel on va accueillir un ami, ou en tout cas quelqu'un qu'on va considérer comme un ami dans une relation qui est « je t'ouvre ma porte et ma chambre », même si c'est contre rémunération. Bonjour Saskia, merci pour la présentation. Quel est ton regard, ton avis sur ce côté normatif qu'on amène justement à cette notion d'accueil et là maintenant d'hospitalité? Tu as renvoyé justement en montrant que c'était les ramifications de cette notion sont très liées à la culture, à la vie des sociétés, des différents endroits. Et dans le tourisme, on a souvent tendance à normaliser les choses. Tu viens d'évoquer pour le standard des hôtels, mais de façon globale. L'hospitalité, c'est aussi beaucoup les humains, et pas seulement le lieu en lui-même. Donc, voilà, ton regard sur ce côté standard un peu qu'on voudrait donner à cette notion d'hospitalité, est-ce que c'est quelque chose que tu as été gratté pour chez nous? Oui, en fait c'est très compliqué parce qu'il y a des règles, il y a des lois, même avant les lois humaines, il y a des règles qui sont encore en respect dans plein de sociétés. À partir du moment où c'est donc la règle des 3 jours, le fait de donner à boire et à manger, la façon dont on accueille, etc. À partir du moment où on a des sociétés où ces règles-là non plus court, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille en fait pour les réintroduire d'une certaine manière? Et là c'est très compliqué parce que je pense que cette normalisation elle est potentiellement totalement contre-productive. C'est la question de la chambre blanche. Oui, bonjour, Didier Le Prince, au Grand Champagne. On parlait beaucoup d'attractivité, beaucoup, et de plus en plus ce qu'on entend en termes de marketing, c'est justement l'hospitalité. Ça veut dire quoi? C'est que on a fait venir, on veut faire venir, mais on est un peu, on est débordé, ou on a le sentiment de pas savoir faire, de pas savoir accueillir. On nous réapprend finalement comment l'être humain doit se comporter à l'égard de son semblable. Alors moi je ne suis pas spécialiste de marketing et je n'ai pas du tout l'objectif d'apprendre à quiconque à réapprendre. En fait, mais je pense qu'en fait on s'est beaucoup... les politiques touristiques se sont centrées sur comment on fait venir des gens. Donc marketing a essayé de faire venir. La question c'est en fait comment on accueille, parce que comment ça se passe, c'est aussi comment on revient, comment ça se passe bien pour tout le monde.
et que le quantitatif, eh ben, c'est pas le qualitatif. Et donc voilà, il y a une politique nationale, on va dire, qui est plutôt sur faire du chiffre, viriliste.